biso, zongisa biso na bobiso, Boania. Une fois dans le mois au moins, on choisit un week-end, où nous ferons tous ensemble une marche, au moins, pour faire une démonstration de force. Parce que là, lorsque nous sommes divisés, nous montrons, c'est une preuve que les Africains ne peuvent pas se réunir, ne peuvent pas s'entendre. Nous ne pouvons pas rester unis. C'est pourquoi cette initiative, que moi je pense, la première édition, que peut-être que nous allons pouvoir le faire 2 fois dans l'année, ou 3 fois dans l'année, ça sera notre façon à nous de faire notre fête. En parlant d'abord des choses sérieuses, en parlant d'abord des problèmes de la vie, comment arrêter le drame. Nous sommes africains. Et maintenant, nous devons essayer, d'après mon prédécesseur, à éviter de dire Congolais, Ivoiriens, Tunisiens, etc. Nous tous, nous sommes africains. Pourquoi? Parce que dans la plupart des pays, nous défendons toujours les mêmes causes. C'est le système reste pareil. Que ce soit au Congo, au Cameroun, au Gabon, au Togo, ça reste les mêmes, c'est seulement les noms des personnes qu'on a mis qui changent. C'est parce qu'on n'est pas libre chez nous, on tue en désordre chez nous. Ce soir, pourquoi je suis venu ici? Parce que le Togo, on n'en parle pas souvent, parce que c'est un petit pays de 6 500 000, 7 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, toute l'Afrique, on se lève pour dire, et même quand je vois ici mon frère Moiselou, pour dire qu'il faut qu'on abandonne le franc CFA. Chez nous, on parle toujours du franc CFA, mais c'est lui qui m'a montré que le franc CFA est fabriqué ici en France. Quand il a commencé même pas à parler, j'ai dit c'est faux. Il me dit mon frère, si tu veux, je t'amène à l'usine là où on le fait. Et il m'a amené. Et j'ai vu que c'est vrai, effectivement, on le fabrique à Chamalières, on le ramène à Champs-sur-Marne, ici à la Banque de France. Et quand les Africains viennent acheter le franc CFA, ils le payent 9 fois plus cher. Ça, on ne peut pas tout expliquer ce soir. Mais maintenant, la première personne qui a dit c'est pas bon ce système, il faut qu'on sorte dedans, c'est Sylvanus Olympio. Il a appelé tout à l'heure, qui est le premier président, le seul même démocratiquement élu au Togo. Mais pour cela, la France l'a fait assassiner en janvier 1963 et a instauré un système avec les Nassimé, venus de nulle part, qui règne sur le pays. Ça fait maintenant depuis 53, donc en 63, ça fait 57 ans. Et là encore, à la mort du père, on a instauré son fils, et chez nous, c'est les mêmes problèmes comme ailleurs. Maintenant, le peuple togolais est debout. Le peuple togolais réclame sa liberté, la vraie. Et on s'est rendu compte, c'est le drapeau là-bas, que seul on n'en arrivera pas. Et il faut que nous soyons unis en tant qu'Africains, qu'on s'intéresse à cela pour dégager ce système-là du Togo. Pourquoi? Parce que ça nous concerne, ça vous concerne aussi. Le Togo, petit pays que ce soit, je viens d'expliquer que c'est la première voix qui s'est levée pour le CFA. Et on a assassiné Sylvanus pour imposer maintenant le franc CFA à 15 ou 16 pays. Le Togo, c'est le pays qui a expérimenté également le coup d'État. Et on l'a instauré dans les autres pays, toutes les personnalités qu'on a citées tout à l'heure, passant par le Lumumba et le Burkina, Sankara, Lopé et tout. Ça a commencé par le Togo. C'est également au Togo qu'ils ont expérimenté le fait de savoir si un dictateur décède, on peut mettre son fils. Et ça s'est propagé également au Gabon. C'est que finalement,
toute malédiction concerne par là. Et au moment où les autres disent ça ne nous concerne pas, ça finit par arriver. Donc si nous nous levons tous en ce moment pour libérer le Togo, c'est du Togo également que ça partira pour libérer toute la sous-région. Actuellement même, quand la Côte d'Ivoire, ils ont mis le feu, les combattants ont quitté le Togo. Et après même l'armée française, c'est au Togo. Presque on parlait officiellement, ils nous disent qu'il est en Côte d'Ivoire, mais en réalité, il est au Togo. Donc nous devons oublier les divisions, les frontières. C'est pour cela que j'ai aimé tout à l'heure quand le DJ a dit, ils ont partagé le monde. Quand ils divisaient les choses, mettaient leurs frontières, j'ai dit un petit pays, normalement même le Togo était plus grand, 2,5 fois plus grand que ce qu'il est maintenant. Mais ils l'ont partagé et ils ont rattaché l'autre partie à Gold Coast, au Ghana. Maintenant, je ne veux pas faire toute l'histoire, sinon c'est intéressant parce que tel qu'ils nous dispersent même par la terreur et leur phrase même que la France a mis sur pied avec des gens, ce n'est pas tous les Français, les Sarkozy, les Juppé à travers Bolloré, qui nous tuent chez nous. Leur slogan c'est que on tue 20 et les autres vont se calmer. Il faut qu'on leur montre que s'ils ne nous tuent pas avec nos enfants, ça ne va pas se calmer. Et que la terreur, les divisions cessent. Tout moyen est bon. Et encore une fois, avant de passer le micro, je veux remercier sincèrement les organisateurs. On nous a montré. Est-ce qu'on peut encore les acclamer? C'est la première édition, mais les prochaines éditions, dis-toi que toi aussi tu es organisateur. Donc si eux, ils ont mobilisé au moins 150 et que nous tous on doit mobiliser, ça veut dire que la deuxième édition se fera dans un stade. Pour l'année prochaine, commencez par organiser et à la fin. Bonsoir. Les premiers mots d'abord, c'est vers le peuple africain du Congo-Brazzaville qui aujourd'hui est en train de vivre une oppression inqualifiable. Une situation indescriptible depuis 3 décennies. Cette situation, vous savez bien, instaurée par un régime franc-maçonnique, irresponsable, non crédible et criminel, qui depuis un moment a choisi la violence comme la seule réponse et le seul cheval de bataille pour faire avancer son pouvoir, mais qui réellement fait reculer non seulement le Congo-Brazzaville, mais l'Afrique de manière générale. Rappelez-vous que le général de Gaulle a fait du Congo-Brazzaville et de Brazzaville particulièrement la capitale de la France libre. Et en faisant de Brazzaville la capitale de la France libre, il a directement fait de l'Afrique, toute notre mère patrie, un territoire asservi par la France. Cette situation qui se passe à Brazzaville aujourd'hui, c'est quand même étonnant. C'est quand même très étonnant qu'il y ait des responsables dans ce monde qui continuent jusqu'à preuve du contraire à dérouler les tapis rouges pour ces régimes incarnés par Sassou. C'est quand même étonnant de voir que l'Organisation des Nations Unies accorde encore la tribune à un truand pareil, alors qu'il vient dans ses valises, au lieu d'amener des dossiers pour faire avancer les causes de l'humanité, Sassou amène les fiches de décès de la plupart des citoyens qu'il est en train de massacrer. C'est quand même étonnant d'en arriver là. Et s'il y a cette responsabilité, si je dis c'est étonnant, c'est aussi étonnant de voir l'inaction. L'inaction de la communauté africaine de partout dans le monde. L'inaction du peuple africain, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nos frontières. Et cette situation
aujourd'hui a placé l'aiguille de l'indicatif de la moralité de l'Afrique vers le rouge. Et quand on appuie, c'est comme si c'était une voiture, on appuyait l'accélérateur, qu'il n'y a pas de carburant. L'aiguille ne peut pas aller vers le vert. Et c'est cette situation, la moralité de l'Afrique. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'Afrique de l'extérieur, on voit que ce sont les mœurs qui devaient être considérées comme des mœurs dépravées, qui deviennent la logique et la réalité des choses. Et les mœurs qui devaient être les mœurs qui devaient conduire l'ensemble de tous citoyens et toutes citoyennes qui vont sortir de notre première partie d'Afrique sont relégués, je ne sais pas à quel niveau. Mais cette situation, quand nous marchons, je ne sais pas si il nous arrive parfois de nous poser des questions. Quand nous vivons, je ne sais pas si il nous arrive parfois de réfléchir et de se dire que qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait depuis que l'on a appris que Sassou ou Faure Gnassingbé ou Ouattara ou Kabila est en train d'embêter son peuple? Qu'est-ce que l'on a fait? Et quand on fait quelque chose, jusqu'où sommes-nous capables d'aller? Parce que je sais une chose. Je sais qu'ils ont la force des armes. Je sais qu'ils ont la force de la finance. Je sais qu'ils ont aussi la force des médias. Mais la véritable force qu'ils n'ont pas, c'est la force de la vérité. Et s'il y a quelque chose, que nous pouvons et que nous devons incarner, c'est cette force-là de la vérité que nous devons et nous pouvons incarner pour justement faire face à cette situation inqualifiable. Mon vœu le plus cher, tous ceux qui ont eu le temps ou l'occasion peut-être ou qui m'ont permis de rentrer dans leurs oreilles ou qui m'ont donné l'opportunité de parler, tous ces gens-là savent déjà quelles sont mes positions. Mais mon vœu le plus cher aujourd'hui, par-dessus tout, c'est la paix pour notre mère patrie l'Afrique. Et la paix pour notre mère patrie l'Afrique passe par la paix sociale. La paix pour notre mère patrie l'Afrique passe par une paix mentale. La paix pour notre mère patrie l'Afrique n'est possible que quand je parle de paix mentale, lorsque nous vivons dans la sérénité. S'il y a une chose que l'Occident ou que le monde ou que l'Afrique elle-même a perdu, c'est la sérénité. Autrefois, dans nos sociétés d'avant, on ne connaissait pas la précipitation. On ne connaissait pas ces vocabulaires-là, des stress, des inquiétudes et tout. Parce que c'était des sociétés paisibles, où quand il y avait quelque chose, on prenait le temps de résoudre ces problèmes. On prenait le temps de résoudre ces problèmes, non pas parce qu'il fallait gagner en résolvant ces problèmes, mais il fallait tuer les mal qui allaient gangréner toute la société. Et mon vœu le plus cher d'accompagner l'Afrique, notre mère patrie l'Afrique, vers la paix, passe, je disais, par la pacification de nos mentalités. La pacification de nos pensées et la pacification, si j'ose dire, de nos foyers. Parce que n'oubliez pas toujours, c'est le socle fondamental de tout. La pacification de nos foyers, parce que c'est de là que partira l'énergie qui va embraser l'ensemble de notre même patrie l'Afrique pour consolider cette paix et qui obligera, si j'ose dire, à ceux qui veulent voir l'Afrique de manière perpétuelle et de manière indéfinie de continuer de sombrer dans les chaos, de continuer de sombrer totalement et de perdre même la face de ce que peut être un territoire d'où vivent les gens. Est-ce qu'en Afrique, il y a des gens qui y vivent? Est-ce qu'en Afrique, il y a également de peuples et des gens qui réfléchissent? C'est la question fondamentale qu'on doit se poser. Je ne veux pas rentrer dans les logiques habituelles, comme vous le savez. Je ne veux pas rentrer dans certaines choses parce que, bon, vous savez, depuis un moment, je suis l'une des cibles à abattre du gouvernement français et de tous les gouvernements impérialistes de l'Europe. Et aujourd'hui, notre problème, c'est la relation entre l'Afrique et l'Europe qui m'intéresse. L'Afrique et l'Europe, ce n'est pas parce que j'ai renoncé à être ivoirien, ou j'ai renoncé à être congolais, ou j'ai renoncé à être togolais, ou j'ai renoncé à être sénégalais. Mais simplement, j'ai compris que mon amour pour l'Afrique a traversé les frontières établies en 1884 pour la conférence de Berne. Que mon amour pour cette mère patrie d'Afrique a traversé, si j'ose dire, mon désir profond de pouvoir marcher tant qu'un citoyen né ou bénéficiant de la nationalité héritée de la conférence de Berlin. Je me considère avant tout africain, et quand je me considère africain, j'ai en face de moi l'Europe, parce que depuis belle lurette, l'Europe a continué à enrayer notre mère patrie d'Afrique et à trouver, si j'ose dire, notre sérénité de notre peuple. Les prédécesseurs qui est passé signaient clairement
la situation d'instabilité politique et économique qui règne en Afrique. Et cette situation est due notamment à plusieurs assassinats. Et les assassinats ne sont pas simplement des assassinats physiques, parce qu'il y a eu des assassinats qui sont des assassinats politiques. Il y a eu des assassinats parce que la quasi-majorité des Africains, nous tous, moi y compris, sur le plan moral, nous sommes tous assassinés. Parce que je pense que toute personne qui a une force, habitée d'une force morale en lui, lorsqu'il voit quelqu'un faire les mal, il trouve en lui une force pour approcher, condamner cette personne. Mais si nous n'arrivons pas à faire en sorte que le gouvernement français et les gouvernements européens renoncent définitivement à recevoir des dirigeants venus d'Afrique, si nous n'arrivons pas à faire en sorte que les gouvernements européens, nous qui vivons ici, parce que nous devons être les paraclés de notre peuple qui est resté là-bas, nous devons être des boucliers, empêchant notamment l'Europe et l'Occident de pouvoir frapper chez nous. Et si nous ne sommes pas capables d'arriver là, je pense que les sanctions qui ont été réservées à nos aïeux, qui ont coopéré ou collaboré pendant les razzias négrières ou pendant la colonisation, sera encore plus sévère pour nous. Parce que nous sommes devant la maison ou à l'intérieur de la maison de l'ennemi. On connaît l'adresse, on sait où c'est. Et pour clore, je voudrais dire que le 19 octobre, je serai encore traîné devant les tribunaux impérialistes, notamment sur cette affaire que mon frère énumérait, l'affaire de l'enfant Caïs, où le maire de Montreuil a choisi de déplacer l'intérêt du problème pour essayer de jouer sur ma personne, qu'il qualifie les représentants d'un mouvement pro-black suprémaciste qui cherche à se venger de la France. Le 19 octobre, je serai devant les tribunaux. Eux, ils ont tout. Ils ont les médias, ils ont la finance, ils ont je ne sais quoi. Moi, je n'ai que vous, je n'ai que le peuple d'Afrique. Et si je me suis engagé dans ce combat-là, sans pour autant chercher quelle preuve, parce que j'ai regardé les yeux de cette femme-là, la maman de Caïs. Je suis né d'une femme noire. Et le deuxième miracle, si j'ose dire, le premier miracle, c'était cette naissance. Le deuxième miracle que j'ai vu dans ma vie, c'est lorsque la femme noire a réussi à faire en sorte que ma race, mon nom, s'est perpétué en me donnant des enfants. Et en regardant cette femme-là dans ses yeux, j'ai vu la vérité. Et je me suis engagé corps et âme, avec mon esprit, ma détermination, ma conviction et toute ma force. Et j'ai promis à cette maman que je mettais toute mon énergie, malgré les pressions qui sont mises en place pour arriver à chercher le bout du tunnel et avoir la vérité. Donc le 19 octobre, je vous demanderai un soutien pour ces procès qui aura lieu au tribunal de Bobigny, chambre numéro 14 à 14, unité de